Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Tada, on se retrouve pour l'épisode 3 de mes achats manga de la semaine et les lectures évidemment médiathèque de la semaine. Cette semaine à peu près 7 titres différents, beaucoup de suites de séries, des nouvelles séries et des conclusions de séries d'ailleurs, pas mal de conclusions. Je vous laisse donc avec le générique et on commence tout de suite avec le premier titre. On va commencer cette semaine des achats manga par une fin de série, mais juste avant, je voudrais vous remercier encore une fois d'être de plus en plus nombreux et également à toutes les personnes qui ont utilisé mon code Rakuten. Donc je vous rappelle, c'est 10€ dans ma poche et 10€ dans la vôtre. Donc concrètement, vous avez 10€ en moins, j'ai 10€ pour moi. Ça aide un petit peu la chaîne et donc je vous en remercie, vous êtes plusieurs à l'avoir utilisé. Pour ceux que ça pourrait intéresser, le code est en description, donc il vous suffit de vous inscrire, tout est expliqué, de toute façon vous devez forcément connaître la chanson. Mais voilà, c'est juste pour vous remercier et aussi pour vous remercier de tous les commentaires de la dernière vidéo parce que c'était super drôle. J'ai eu une avalanche de dinosaures et de tracteurs dans les commentaires. Et franchement, c'était exceptionnel. J'ai vraiment passé un moment de fou. Donc on va reprendre ça, je pense, à chaque vidéo. Puis comme ça, c'est rigolo. Ça nous fait un petit truc entre nous à la fin pour se reconnaître. Mais vous êtes là pour parler pour voir de ce que j'ai pensé des titres que j'ai lus. Et on va parler de The Killer Inside, le tome 11 terminé chez Kion Edition. Toujours au scénario Hajime Inorio et au dessin Shota Ito. Alors... Je vais vous montrer énormément de planches pour éviter que ça spoil. C'est le dernier tome, la série est enfin terminée. Après 12 milliards d'années de publication, alors que la série était finie depuis 2020, je crois, début 2020 ou autre. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette fin Comme j'ai dit sur Twitter, pour ceux qui me suivent, si vous ne me suivez pas, donc c'est de case en case. C'est cohérent, vous voyez, tout se tient dans cette fin. Mais je sais pas, j'ai du mal avec les fins de thriller. J'ai l'impression vraiment que les auteurs arrivent à faire vraiment des trucs de fou sur les thrillers que moi je lis en tout cas. Mais qu'à chaque fois, quand on arrive à la fin, ça retombe. Et là, on a passé 9 tomes à avoir des révélations de malades à chaque tome, un rythme effréné, des choses qui se passent dans tous les sens. Enfin, on en prenait pour notre grade et c'était vraiment une lecture très très au-dessus du lot. Et arrive le tome 10 et le tome 11, et là je suis un peu circonspect, quoi. Parce qu'on lâche ce côté ultra rapide, plein de révélations, etc., pour amorcer la fin de l'histoire, pour parler de la fin de l'histoire, et malheureusement, ça a beau être cohérent, pour moi c'est pas convaincant, quoi. Surtout sur ce genre de thriller, on s'attend à une fin mais... over the top, quoi, un retournement de situation finale, un truc où tu te dis oh, mais depuis le début tout ça c'était ça, et un truc qui fait que on comprendrait peut-être aussi le titre, je sais pas, parce que moi je vais prendre comme exemple Bateau de Thésée, la fin m'a beaucoup plu parce que la fin nous permet de repenser toute l'œuvre et de comprendre le titre de l'œuvre. La fin justifie tout en fait. Pareil, Billy Bat, j'ai trouvé la fin excellente, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, parce que la fin n'apporte pas spécialement de réponse à Billy Bat, mais apporte une réflexion sur l'entièreté de l'œuvre et l'influence de certaines choses, bref, on peut revenir dessus. Mais là, c'est pas le cas, là, il n'y a pas vraiment de réflexion à la fin. D'ailleurs, la fin est fermée, c'est une fin. Et je sais pas, en fait, on se demande un peu ce que c'est. Donc, je vous montre de loin, il y a des planches aussi un petit peu crayonnées. Je vous montre pas de près au cas où ça vous spoilerait pour l'épilogue. Néanmoins, ça reste une très bonne lecture, un très bon thriller dans son ensemble, hormis ces 2 derniers tomes qui m'ont un peu déçu. Je pense que je referai une relecture pour voir si à la seconde lecture il y a des nouvelles choses que je remarque, notamment avec le tome 10 et 11, mais je pense pas. Donc écoutez, on verra bien pour Killer Inside, mais au pire, on reviendra, quoi. On passe ensuite au one-shot Garden qui sent, alors moi, il est tout neuf, il sent bon la colle, bon le papier, moi j'adore cette odeur. Mettez un petit emoji papier, carnet ou crayon dans les commentaires si vous aussi vous aimez cette odeur du papier neuf et que ça vous fait kiffer. Moi je kiffe ça. Déjà quand j'étais gamin avec les livrets en cours, j'adorais ça. C'est un recueil d'histoires courtes d'Usumaru Furuya édité chez IMHO au prix de 14€. Et on va y suivre plusieurs histoires qui vont avoir pour thématique donc les jardins.
Donc je vais vous lire un petit peu les chapitres. Il y a le jardin des illusions, il y a le jardin du plaisir, le jardin de l'éveil, le jardin des conflits, le jardin des sciences, le jardin des regrets et le jardin de la destruction. L'entièreté de l'œuvre est basée en fait, tout monte jusqu'à l'histoire finale, si vous voulez. Les histoires sont indépendantes l'une de l'autre, mais cette histoire finale, qui d'ailleurs, en termes de graphisme, c'est ultra particulier d'avoir ce crayonné. Ça me fait penser un petit peu à Igarashi. Vous voyez l'idée? Je vais vous montrer d'autres planches qui pourront peut-être être représentatives. Voilà, vous voyez ce genre de découpage complètement fou. C'est entre du Matsumoto et du Igarashi en termes de dessin et de découpage. Et l'histoire, elle est absolument machiavélique. C'est une histoire qui va vous prendre aux tripes. C'est très violent. Alors, c'est un bouquin que je conseille pour les personnes qui ont 18 ans et plus. Mais en fait, toutes les histoires font une espèce de build-up pour qu'on attaque la dernière de manière plus ou moins sereine et qu'on se prenne la tartose dans la gueule. Moi, j'ai vraiment aimé. Mention d'ailleurs spéciale à la première histoire qui reprend pas mal d'idées de Bosch, le peintre, avec plein de compositions super cool là-dessus, en couleur, sur un petit peu l'origine de la vie et des trucs liés au corps, entre autres. Disclaimer néanmoins, beaucoup de ces histoires, et même toutes, concernent des personnes mineures. Et ça peut être violent par moment, ça concerne les personnes mineures, et ça concerne, évidemment, vous en doutez, en partie le sexe. C'est assez violent, d'ailleurs l'auteur le dit lui-même qu'il a écrit ses bouquins en étant assez jeune, et justement parce qu'il avait besoin de crier sa colère envers la société, qu'il avait besoin de dessiner ça en fait pour se vider, et voilà. Et on comprend, surtout la dernière histoire qui est d'une violence sans nom, mais qui est super bien écrite. Moi je trouve l'auteur vraiment très fort pour plein de choses, parce que je vous montre des images depuis tout à l'heure, et vous voyez que c'est pas du tout le même style graphique à chaque fois. Enfin, on passe d'un style à la Daisuke Igarashi, à un style un peu plus simple à la Furuya dans la musique de Marie, par exemple, en passant par, je vous l'ai montré avant, donc des peintures à la Jérôme Bosch, pardon, c'est pas Jérôme, c'est Hipponacatus, bref, vous voyez quoi, Bosch, le peintre. On a ensuite des dessins un petit peu plus à la Ikari Litchi Club, comme on peut voir là. Enfin, c'est vraiment un peu comme Belle Poli, on va passer d'une œuvre à l'autre, et c'est absolument fou. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc si vous voulez découvrir Furuya, ça peut être une bonne porte d'entrée, même si je conseille encore une fois à tout le monde Ikari Litchi Club, qui est pour moi son chef-d'œuvre et qui sera à jamais inégalé, malheureusement. Mais si je devais classer ses œuvres, je pense que je mettrais ce recueil d'histoire peut-être deuxième, voire troisième, ça dépend avec la déchéance d'un homme, je me tâte entre les deux. Voilà, et j'attends avec impatience qu'Imacho nous sorte le bouquin qu'il va faire sur les croisades, ça va être exceptionnel. Voilà. J'ai vraiment très hâte, et il y a plein d'histoires cool, il y a notamment une histoire sur l'alchimie que j'ai trouvé extrêmement bien construite en termes de narration, et il y a une histoire un peu plus artistique, comme vous pouvez le voir juste ici, qui va vous faire un petit peu suer. Et du coup le nom c'est Hieronymus Bosch, du coup donc Jérôme Bosch en français, mais Hieronymus de son vrai nom, et à la fin on a plein d'explications sur les histoires, bref, allez-y, Gardon, c'est 100% validé. On continue ces achats avec une suite de séries. Je vous avais dit que j'avais lu le tome 1, donc j'ai les tomes 2 à 5 de Ad Astra. Là j'ai les autres qui sont en commande parce que j'ai beaucoup aimé, voilà, spoiler. On est toujours sur la guerre qui oppose donc les Carthaginois à Rome, donc le duel Scipion l'Africain et Hannibal Barca, je pense. Merci à la personne qui m'a dit que Scipion avait existé, parce que du coup je me suis allé me renseigner un petit peu derrière, donc Hannibal je connaissais, notamment une des batailles qui s'appelle la bataille de Cannes, qui a fait que le gars est devenu connu, qu'on voit en cours d'histoire de mémoire. Et je savais pas que Scipion avait existé, parce que je connais pas l'histoire entière des Carthaginois, mais ça m'a donné envie de m'instruire, et ça c'est une bonne nouvelle, parce que quand un manga historique, moi, me donne envie de m'instruire et d'aller voir ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il est bien écrit, et c'est qu'il est surtout suffisamment romancé pour ne pas nous abrutir de détails, et pour être assez fluide à la lecture, et nous donner envie d'aller regarder ce qui s'est réellement passé. Voilà, vu que c'est romancé, encore une fois, il y a des choses qui ne se sont pas passées, il y a des adaptations, comme toujours, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. On a la bataille de la Trébie dans ces volumes-là, et au volume 5, au micro-spoil, mais on commence la bataille de Cannes. Voilà. Donc, sachant que la bataille de Cannes, c'est le truc connu d'Hannibal, je me demande comment ils vont tenir sur 8 tomes ensuite, donc on verra bien. Mais la bataille commence extrêmement bien, et surtout, grâce à ce manga, j'ai enfin mis le doigt sur pourquoi est-ce que je trouve que Kingdom est si exceptionnel.
Parce que techniquement, c'est à peu près comme Kingdom. Enfin, on a des grands généraux, ils vont mettre des manœuvres. On va se rendre compte que les manœuvres sont réfléchies cette semaine, 7 mois en avance, que le mec il a regardé la météo, le sol, qu'il a tout sniffé, c'est vraiment trop bien. Et on a une opposition entre deux têtes. Alors pour le moment, Scipion n'a pas encore pris la tête de l'armée, mais voilà. Ça viendra ensuite. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je prends pas autant de plaisir de Kingdom, même si je prends vraiment beaucoup de plaisir sur cette lecture. En fait, simplement que Kingdom a ce truc de macro, entre guillemets, où on voit les armées de haut qui avancent, les stratégies, qui est super intéressant, comme les héros de la galaxie aussi. Mais Kingdom a un truc en plus, c'est qu'on voit l'échelle micro, c'est-à-dire qu'on voit les combattants et les généraux dans l'armée qui mettent des stratégies donc à échelle individuelle, qui sauvent les hommes, il y a tout un rapport, tout ça, et dans toutes ces œuvres, il n'y a pas ça. Voilà. On suit Hannibal, on suit Scipion, on voit les chefs ce qu'ils commandent, mais en termes de combat, on voit les gens combattre, mais on voit pas les personnes se taper des 1 contre 1, aller chercher la tête d'un général ennemi, on voit pas ce qui se passe dans la bataille à proprement parler, en tout cas il n'y a pas de personnages qui y sont et qui nous parlent de ce que c'est. Donc c'est pour ça que je trouve que Kingdom est vraiment exceptionnel, mais Ad Astra, très 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 cool. Donc si vous êtes intéressé par l'histoire, si vous aimez les stratégies militaires, si vous aimez les hommes qui ont marqué l'histoire, parce que avec Sun Tzu, avec Alexandre le Grand, je me répète, avec Genghis Khan, Hannibal fait partie des grands noms qui ont un petit peu dominé l'Europe en termes de guerre, enfin le monde plutôt, et c'est très cool d'en apprendre plus, et en plus les guerres de Carthage et donc les Carthaginois, c'est pas un truc qui est ultra connu, donc c'est toujours sympa de se cultiver, et vous le savez, moi j'adore ça, j'aime beaucoup, et très cool. On continue un petit peu dans la vibe historique, la suite de l'épisode d'avant, 4, 5, 6 de Innocent. Alors ça pour le coup ça devient vraiment de mieux en mieux. Alors ça, autant le début c'était mais trop bien, mais alors là, oh là là, incroyable. Franchement, Innocent, j'ai discuté un petit peu avec quelqu'un qui me disait qu'il trouvait ça trop... en fait c'était une démonstration de style, Innocent, mais qu'il trouvait ça assez plat et qu'il ressentait pas beaucoup de choses. Au début, c'était un petit peu le cas pour moi, mais alors là on a le personnage de Marie-Joseph. Et le personnage de Marie-Joseph, bon, j'ai pas fini Innocent et je vais commencer Innocent Rouge, mais je pense que ce personnage va rentrer dans, si je dois faire un top, dans le top 3 des meilleurs persos féminins que j'ai vu. C'est le perso est juste absolument incroyable, voilà, c'est juste magnifique. Donc Marie-Joseph, c'est ce personnage-là que vous avez peut-être déjà vu. En fait, ce qui est marrant, c'est que l'auteur a choisi de mettre ce personnage dans un style très punk. Elle a cette espèce de chevelure au milieu qui descend, et elle est rasée sur les côtés. Elle a le gros... au niveau des yeux, elle a ce truc ultra félin, en fait, de la femme qui va se maquiller à ce niveau-là. Voilà, par exemple, une planche qui illustre assez bien tout l'amour que je peux porter à cette personne. Et je me dis, là, actuellement, elle a 12 ans. Qu'est-ce que ça va être quand elle en aura 20 dans Innocent Rouge? Enfin, je pense que le personnage va être absolument fou. Et on a toujours ces espèces de planches un petit peu adaptées, tout ce qui va être Rimbaud et compagnie, donc clair-obscur. Voilà, c'est Innocent, graphiquement parlant. Je pense qu'on est sur le haut niveau, voire quasiment le plus haut niveau de dessin manga. C'est assez fou. L'histoire est toujours très bien. Je vous rappelle que ça suit donc la famille Samson, les exécuteurs de la cour, donc de 1750 à 1810 à peu près. Je crois que ça commence en 1720, le tout début de la série, et ça s'arrête, je suppose que ça s'arrêtera en 1810, vu que la famille a arrêté d'exécuter des gens dans ces années-là de mémoire. Donc là on suit Charles-Henri, et ensuite on suivra donc Marie-Joseph, je suppose. J'en dis pas plus sur l'histoire, c'est très violent, on voit des exécutions, alors micro-spoil, on voit un écartèlement, et l'écartèlement dure très longtemps, et c'est horrible. Franchement c'était... je me retenais parce que c'était vraiment très... Voilà, regardez, quel personnage de fou, voilà, et c'est en tableau, et voir que je le trouve un tableau de Marie-Joseph, que je le foute là, ou je sais pas quoi, parce que franchement le perso est all-time. Voilà, donc Innocent, c'est la grosse reco. Vous pouvez vraiment y aller à fond et c'est un truc à posséder. Dernière lecture achat manga, j'ai enfin commencé, je sais que beaucoup en parlent et qu'il fallait absolument que je le fasse, nanani, nanana. Je vais essayer de vous faire deviner ce que c'est. Oh putain, je pense que vous l'avez vu. Punaise, pardon. C'est un manga qui va parler de sport. Moi
Moi j'aime bien le sport, vous le savez. C'est un manga qui va parler de sport, mais pas que. C'est un manga qui va parler de sport, qui va aussi traiter de l'humour, beaucoup d'humour, un humour un peu potage que moi j'aime beaucoup. Donc là je sais pas si vous avez trouvé pour le moment. C'est un manga qui est rouge et qui va parler d'amour. Alors pas dans ce tome, mais je pense que ça arrive après. Et je parle de Mitsuru Adachi, donc mon premier Mitsuru Adachi. J'avais jamais franchi le pas de l'auteur parce qu'en fait pour le moment tout était disponible chez Delcourt Tonkam. Vous le savez si vous regardez les vidéos, Delcourt Tonkam pour moi c'est le chétan. Voilà, j'ai eu les touch en main et les charts programmes, je me suis dit oh ça pourrait être bien de les tester. C'est dégueulasse. Voilà, l'édition est pourrie, le papier il est transparent comme mes chiottes. Et en plus c'est transparent mais gênant. Un peu de transparence, bon ça me gêne pas, voilà. Mais c'est transparent, gênant, c'est cher. Ça c'est 10 euros. Ça c'est combien? C'est 370 pages, c'est 10 euros. Touch c'est 8 euros pour 160 pages, je crois. Voilà. Donc en fait là c'est chez Nobinobi dans la collection Genki et j'adore cette collection Genki. J'ai déjà les Blissful Lane qui doivent traîner ici chez Genki et je trouve que c'est une collection qui est vraiment bien parce que c'est une collection qui peut être lue par des enfants mais qui est à destination des adultes. Voilà, c'est des récits qui vont être lus par absolument tout le monde, qui sont pas violents. Ils sont très cool, très bien dessinés, mais qui, je pense, visent des adultes, en fait. Et cette histoire de Katsu va raconter donc l'histoire de ce personnage, qui va s'inscrire sans le vouloir à un club de boxe pour aider un pote à lui, et qui va vouloir aussi fréquenter cette petite fille-là. Et en fait, il va se rendre compte qu'elle est experte en boxe, parce que son père tient le gymnase, etc. Et on va suivre l'évolution de leur relation à tous les deux. Le tout avec un narrateur qui du coup fait des blagues de narrateur en mode oh bah on l'aurait avec les petites cases là il se passe quelque chose, le mec se casse la gueule, il fait oh bah c'est dommage que tu sois tombé. Et en fait ce qui est très drôle c'est que le narrateur du coup parle, brise le quatrième mur et le personnage principal répond en pensée comme si c'était lui aussi le narrateur. Donc en fait il y a deux narrateurs et les blagues sont absolument génialissimes parce que le mec voit un nuage en forme de corps de femme. Il est avec la personne, donc Katsu aussi. En fait, il y a Katsuki et Katsuki, mais avec un C et un K, c'est pour ça que ça s'appelle Katsu. Voilà. Il va être avec elle et il va lui dire ouais, tu vois quoi sur le nuage? Et lui il dit bah c'est un corps de femme, mais faut pas que je lui dise. Il dit bah c'est un chien. Et elle a fait bah c'est un corps de femme nu. Et dans sa tête, le narrateur dit ah bah ouais. Et lui il dit ouais effectivement bah c'est une corps de femme nue quoi. Et c'est super drôle. Et il y a une énorme blague à un moment donné où le mec dit oh, bah, les chiens ne font pas des chats, mais le chat c'est la lessive. Et ouais, c'est complètement nul comme vanne, mais alors moi, qu'est-ce que ça me fait pisser de rire? C'est voilà, c'est l'humour que j'aime, et pour le coup, je trouve ça super frais. Je pense qu'avec toutes les lectures ultra dures que j'ai en ce moment, un peu sérieuses, avoir un truc comme ça, c'est vraiment trop bien. Puis, il y a du sport, j'adore les bouquins de sport, il y a un peu de romance, il y a un peu de slice of life, il y a de l'humour, ça se lit bien, c'est pas cher, machin. Non, franchement, Katsu, très très bien. Et je pense que du coup la suite de l'histoire risque d'être un petit peu sur leur ascension en boxe, parce que ça traite de boxe. Et j'ai très très hâte de voir ça, parce que je pense que le mélange de et la boxe et de leur relation, qui sera peut-être amoureuse, je sais pas, va être absolument trop bien faite. D'ailleurs il y a une espèce de nonchalance dans le personnage principal que je trouve juste trop bien géré. Et on a encore une fois un perso féminin qui brille en fait. Et ça c'est trop bien. Voilà, c'est. Alors je pense qu'avec Rumiko Takahashi et Adachi, ils se tiraient un peu la bourre dans les années 90 pour qui était le prince et la princesse du shonen. Bon, maintenant c'est eux, on le sait. Et c'est vraiment cool, donc j'en lirai d'autres. Alors je pense qu'un abonné m'a demandé c'était quoi le mieux pour commencer entre Boken Shonen et Katsu. Donc maintenant je te répondrai Katsu. Enfin en fait je sais pas. Moi je pense que Boten Shonen ça me plaira un peu, mais pas autant qu'un Katsu parce que bah, c'est des histoires courtes et c'est juste sur l'enfance. Là, il y a un peu de romance, il y a un peu de sport. Moi, j'aime bien le mélange des deux. Voilà, donc ça peut me faire kiffer. Donc, je sais pas trop quoi conseiller. S'il y a des fans d'Adachi dans la salle, n'hésitez pas à me dire par quel manga d'Adachi il aurait fallu commencer, même si moi j'ai pris Katsu. Mais voilà. Donc, c'était mes achats manga. On passe suite aux lectures médiathèque. Lecture médiathèque, seulement 2 cette semaine. J'ai fini donc l'histoire des 3 Adolphes de Osamu Tezuka. Et c'est une déception. Je m'en doutais un peu en les lisant, parce que le tome 1, j'avais bien aimé, mais voilà, les mêmes trucs que d'habitude quoi sur Tezuka, vous le savez maintenant, je suis pas ultra fan du dessin, etc. Le tome 2, j'avais trouvé ça un peu mieux, parce que l'aspect enquête, l'aspect plusieurs personnages, historique, le contexte historique, tout ça me plaisait vraiment bien, en fait, et je commençais à y trouver un peu mon compte. Mais alors là, ce tome 3, mais je suis redescendu sur Terre.
mais à une vitesse. Pour pas trop spoiler, on va parler de 3 personnages, donc les 3 Adolphes, donc il y a Adolf Hitler et 2 autres, et d'un autre personnage qui va avoir son importance parce qu'il détient des documents par rapport à Hitler, en gros. Ça c'est le pitch de base du premier chapitre, du tome 1. Et là il y a un saut temporel, et en fait, à partir du tome 3 et avec le tome 4, on oublie quasiment complètement le pitch de base pour se concentrer sur les 2 autres Adolphes qui sont un juif et l'autre est nazi. Alors je sais que ça se fait pas de dire ça, mais je trouvais ça nul. Voilà. Je vais pas mâcher mes mots là-dessus. J'ai conscience du fait que cette histoire soit extrêmement culte, mais alors moi, dans mon référentiel de lecteur avec mes goûts, etc., mais j'ai trouvé ça plan, mais pas intéressant, long, les scènes importantes, il n'y a aucune émotion qui s'en dégage, c'est ultra plat, il n'y a plus aucune tension parce qu'en fait on passe d'un élément historique à l'autre et on voit les personnages dans ces différents événements sans s'arrêter. Donc en fait, je sais pas, et on a abandonné le côté un peu thriller du tome 1, et le dernier tome c'est un peu ça aussi. C'est une espèce de règlement de compte, enfin... Non. Voilà. Je l'aurais lu, voilà, c'est culte, je l'ai lu, j'ai profité. Mais voilà, je m'étais posé la question au tome 2, je me suis dit, oh, ça aurait pas été bien que peut-être je les achète, machin, pour la culture. Bah non, en fait, voilà. Lui et Kamimura, je suis désolé, je vais en relire d'autres parce que voilà, c'est pour me cultiver, c'est pour garder cette proximité, voilà, avec les vieux que vous êtes, pour ceux qui kiffent les cas, bref, c'est aussi pour vous en parler. Mais moi, avec mes lectures, parce que on est quand même sur ma chaîne, ça m'a pas plu. Je veux dire, que ce soit le dessin, le scénario, le rythme. Ça m'a un peu rappelé Mochizuki avec... c'était quoi que j'avais pas aimé? Avec Chisakobe, où j'avais trouvé le tome 1 pas fou, le tome 2 je m'étais dit oh finalement ça va être bien, et le tome 3 me fait redescendre, et le 4 bah je fais, bah c'est la même construction avec celui-là, tome 1 ok, tome 2 oh ça va être intéressant, tome 3 ah bah non, et tome 4 bon allez ça suffit, terminé. Voilà, on n'en parle plus. Donc c'était tout pour les lectures médiathèque. Mais bon, voilà. Et est-ce que ça vous tente que je vous tease un peu la prochaine vidéo? Je pense que oui, donc je vais vous teaser. Je sais qu'il y a des fans dans la salle. Et la prochaine vidéo, je vous tease 2 titres sur ceux que je vais traiter. J'en traiterai là, si je compte bien, je vais en traiter 7 ou 8. Sur les 8 que je vais traiter, vous aurez le droit à... Voilà. Et vous aurez aussi le droit, enfin, ouais, je sais qu'il y en a qui attendent ce truc-là, vous aurez enfin le droit, hop là, ouh, qu'est-ce que c'était ça? À mon avis sur ces 2 œuvres que je n'ai pas encore. Alors, pour la première des 2, donc Nausicaa, voilà, vous l'aurez vu, j'ai vu le film et j'ai lu l'équivalent du film. Là, je relis à 0 pour lire les 7 en fait, d'un coup, et savoir si je les achète ou pas, même si je pense que oui. Et pour le sommet des dieux, du coup je suis totalement novice, je n'ai jamais lu ni vu le film, donc c'est parti. Je pense que j'en ferai aussi un podcast. Et en termes de relecture, on parlera de ce qu'il y a derrière, donc il y a Blame, et il y a peut-être un Suehiro Maru, je ne vais pas trop en parler. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'oubliez pas en commentaire donc le petit carnet, je sais plus c'était pourquoi, mais tout devez regarder la vidéo de toute façon, vous le savez. Encore une fois, si vous voulez que je vous parle de certains titres, n'hésitez pas à mettre un petit dinosaure. Voilà, la Dino Team, vous êtes là, on kiffe bien. Merci encore pour ceux qui utilisent le code Rakuten. En tout cas, moi, c'était Tada. Je vous retrouve la semaine prochaine avec 7 à 8 lectures et achats et des trucs qui sont très très bien. Et je commence des nouvelles séries. Donc vous aurez d'ailleurs des séries, donc 2 qui sont des séries de niche que je pense que peu de gens connaissent. Donc on va se mettre bien. Bref, je vous dis à la semaine prochaine, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me fait plaisir. Je vous kiffe, que du love, ciao.